Bonjour à tous et à tous, il est 11 heures, donc je vous propose qu'on commence du coup cette quatrième épisode de la série de webinaires Paroles d'éleveurs que beaucoup d'entre vous maintenant connaissent bien. Donc je suis Charlotte Lemoigne, chargée de mission zone humide, et du coup je vous propose on vous propose, la Fédération des conservateurs d'espaces naturels vous propose cette série de webinaires dans le cadre de l'animation du réseau d'acteurs zone humide du bassin de la Loire. Hop, je désactive les micros au fur et à mesure. Et du coup, ce quatrième épisode est réalisé en partenariat du coup avec le CEN Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature, avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et ce quatrième épisode, comme l'était le troisième, est aussi inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides 2024. Alors, quelques mots d'introduction, donc ce sont toujours les mêmes, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent sur ce quatrième épisode, juste voilà, pour vous indiquer que cette série de webinaires, elle s'inscrit dans l'axe de travail numéro 1 du réseau d'acteurs Zone Humide, que cette série de webinaires a débuté dès 2023, donc fin 2023 avec 2 premiers épisodes et 2 derniers épisodes en ce début d'année 2024. Cet axe de travail numéro 1 est en lien direct avec l'axe de travail numéro 3 qui vise directement la thématique de l'élevage et des pratiques d'élevage extensif en milieu humide, où l'on propose tout un tas d'actions, que ce soit de la mise en réseau, de l'échange d'expériences ou encore de la montée en compétences. Et ça fait aussi le lien avec l'action 14.1 du plan national d'action en faveur des milieux humides, qui est animé par le Forum des marées atlantiques et qui consiste en la création et au développement d'un réseau national sur la thématique de l'élevage en milieu humide. Et du coup, voilà, les actions qu'on peut réaliser dans le cadre du réseau d'acteurs zone humide du bassin de la Loire peuvent aussi alimenter et alimenteront aussi du coup ce réseau national. Concernant la série de webinaires, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc on commence avec 4 épisodes introductifs. Aujourd'hui, du coup, on en est à l'épisode numéro 4. Élevage en zone humide, viable ou pas, en lande et prairies humides. Les objectifs de ce webinaire sont les mêmes que les 3 épisodes précédents, à savoir de découvrir des systèmes d'élevage qui mobilisent des parcelles en milieu humide, montrer les bénéfices mais aussi les limites des milieux humides pour des systèmes d'élevage extensifs, démontrer qu'il est possible de vivre de l'élevage avec des parcelles en milieu humide, échanger sur certains a priori de manière tout à fait libre et aussi partager les retours d'expérience entre les participants et les éleveurs. Ce sont des webinaires qui sont à voir et à partager et repartager. Donc, comme vous le savez, tous les webinaires sont enregistrés, puis mis en ligne et du coup accessibles depuis le site du centre de ressources Loire Nature, sur lequel vous pouvez déjà retrouver en replay les 3 épisodes précédents. Concernant le format, donc toujours le même format, donc on part sur une durée d'1 heure et demie, de 11h à 12h30. On a toujours 1 heure du coup qui est véritablement dédiée et destinée au témoignage de l'éleveur et on garde au moins 30 minutes pour des échanges. L'entretien, donc c'est sous la forme d'une conversation, donc d'un échange. Donc aujourd'hui, ça sera un échange entre Julien Gemin, que vous connaissez puisqu'il était là déjà à l'épisode numéro 3, et aujourd'hui Nicolas Melin. Et ensuite, c'est toujours aussi ce que l'on souhaite, c'est que ça soit le plus authentique possible. Donc, comme je dis à chaque fois, on a préparé le webinaire en amont, mais il n'y a pas eu de répétition générale. La parole est vraiment laissée libre à l'éleveur et à la personne qui l'accompagne. Je vous demanderai juste, mais normalement c'est tout bon, c'est de bien couper vos micros pendant toute la partie du témoignage pour qu'on n'ait pas d'interférence et pour que lorsque vous souhaiterez réécouter le replay, que ça soit agréable à l'écoute et qu'on comprenne bien tout ce que disent du coup Julien et Nicolas. Pour des raisons aussi d'enregistrement, merci aussi de couper vos caméras, ça sera plus simple. Moi aussi, je vais couper ma caméra quand on va passer au témoignage.
Et si vous avez des questions, utilisez le module conversation pour les poser. Comme ça, moi, pendant la période d'échange, du coup, je pourrais les redonner à Nicolas et Julien pour qu'ils puissent y répondre. On va du coup passer à la partie témoignage. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Nicolas Melin et à Julien Gemin. Et j'arrête le partage de mon écran. Bonjour tout le monde. Donc bonjour à tous. Merci Charlotte pour cette petite introduction. Donc Julien Gemin, moi je suis chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine depuis 4 ans maintenant. Donc je suis, on va dire, un petit nouveau quand même par rapport à d'autres. Et je travaille notamment dans le cadre des contrats territoriaux qu'on appelait anciennement contrats territoriaux milieu aquatique, et donc qui ont pour objectif de travailler sur la qualité et la quantité d'eau sur le bassin Loire-Bretagne. Mon secteur d'activité, c'est plutôt donc la Creuse et notamment la rivière Creuse, la petite Creuse aussi pour ceux qui connaissent. Et je travaille également sur le bassin versant de la Tarde et du Cher, frontalier avec le département de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Voilà pour la situation géographique. Je remercie Charlotte du coup de nous avoir permis de pouvoir réaliser ces paroles d'éleveurs qui sont très intéressants. C'est une initiative à plusieurs conservatoires. Et du coup, je remercie aussi les éleveurs et notamment Nicolas qui est présent et qui a bien voulu se prêter à l'exercice, qui n'est pas forcément toujours un exercice évident. Et je sais aussi que les éleveurs et les éleveuses ont beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps justement à consacrer à ce genre d'exercice. Donc merci encore à vous. Donc comme l'a dit Charlotte, c'est un entretien qui va se passer où on va essayer de parler un petit peu de l'exploitation de Nicolas et de comment il conduit son exploitation et son troupeau, et quels sont les différents partenariats qui ont pu être noués sur le territoire creusois, notamment avec le Conservatoire d'espaces naturels. Bonjour Nicolas, je te laisse te présenter un petit peu. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Nicolas Melin, je suis agriculteur en fait dans le nord-est du département de la Creuse, donc sur la commune de Cluniac précisément, la Creuse ex-région Limousin. Donc on est aux confins nord-est de la grande région Nouvelle-Aquitaine, voilà tout simplement. Donc au niveau de la ferme, globalement, je vais vous faire le truc rapidement. Donc, je suis éleveur de brebis allaitantes, rustiques, c'est des brebis limousines. Et en fait, on détaillera tout à l'heure les différentes actions dans lesquelles je suis impliqué avec les différents partenaires, les départementales de la Creuse, le SEM, et puis après un travail avec un groupement pastoral en Corrèze, dont un de mes collègues, Arnaud, a témoigné il n'y a pas très longtemps, en fait, dans le même cadre de Parole d'éleveur. Voilà, j'ai 46 ans. Voilà, j'ai failli dire 45, mais non, 46, depuis peu. Et puis, voilà, en gros, vous avez l'essentiel, globalement. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es installé? Ah oui. Alors, je me suis installé hors cadre familial en 2013, donc ça fait un peu moins de 11 ans, parce que c'était en mai 2013. Sur une ferme, en fait, j'habitais déjà dans le lieu-dit où je me suis installé. À l'époque, j'étais salarié, on y reviendra, je vous ferai un petit peu l'historique des différents postes, en fait, que j'ai eu en tant que salarié. Et puis en fait, le précédent agriculteur, en fait, il a fait faillite. Il avait, comme beaucoup, comme un grand nombre, il avait des vaches allaitantes, il nous dit. Lui, il s'était installé 5 ans auparavant, cadre familial aussi. Et après, je vous expliquerai un petit peu globalement les contraintes ici qui sont liées à la situation pédoclimatique de la petite zone là. Voilà. Et en fait, j'ai que des brebis sur la ferme. Ça c'est par goût en fait. C'est par goût. Au départ, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie.
En fait, je me suis installé en cadre familial, mais je suis tombé dans la marmite de l'élevage il y a très longtemps, dans la ferme de mon oncle, en fait, la ferme familiale de mes grands-parents. Donc, toute ma jeunesse, j'ai passé beaucoup de temps sur la ferme familiale. Et donc, il y avait des bovins, des charolaises, hein, c'était dans l'Allier, je suis originaire du Bourbonnais, un petit village, une ancienne cité minière dans le Bourbonnais. Voilà. Et en fait, il y avait des bovins allaitants et des brebis aussi. Et à l'époque, les brebis, c'est pas quelque chose qui m'attirait beaucoup. C'était parce que tout était très compliqué au niveau du travail. Voilà. Donc le mouton, c'était un peu le parent pauvre, on va dire, de l'élevage familial. Depuis d'ailleurs, les brebis ont disparu là, chez mon cousin qui s'est installé depuis. Il n'y a plus que des vaches. Voilà. Et en fait, j'ai poursuivi des études agricoles. Donc, avec la première partie de mes études, c'était un BTS en fait en gros, approche globale des élevages, compta, gestion. J'ai appris à compter. Je me suis dit, oulala, là là, Nicolas, là, tu vas pas pouvoir t'installer vu les conditions économiques. Donc, il faut que tu fasses autrement. Et donc, j'ai poursuivi après par des formations plus techniques. BTS, licence, donc plutôt production animale, plutôt conseil. Et à partir de 2002, en fait, j'ai travaillé donc en tant que conseiller technique dans des coopératives, dans des unions de coopératives. Et mon dernier poste, en fait, c'était plus le côté organisation de filière dans une grande entreprise qui gère la filière bio, en fait. Et donc, moi, j'avais le relationnel avec les élevages pour organiser en fait au départ, au niveau national, la filière organique bio pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et puis, en fait, j'ai eu l'opportunité, mon voisin et ami, voilà, mon voisin et ami qui arrêtait son activité. Et en fait, ça m'a permis, voilà, c'était certainement le moment pour que je puisse m'installer. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça fait 11 ans que tu es à Clunia, que tu es installé. Du coup, ton cheptel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ton cheptel, comment tu te l'es constitué et en gros aujourd'hui combien tu as d'animaux? Ouais. Au niveau du cheptel, en fait, donc comment, comme j'avais vu pas mal d'élevage euh, dans mes euh, dans mes postes précédents en tant que salarié, pas mal d'élevage, pas mal de systèmes, euh, pas mal de races, donc. J'avais le projet dès le départ de m'installer avec des rustiques, avec des brebis limousines en rustique, parce que ça me paraissait en fait être une piste intéressante pour la suite. Voilà. La rusticité, en gros, c'est un caractère d'adaptabilité. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin d'animaux qui sont très adaptables. Voilà. Donc, je voulais travailler avec des rustiques. Euh, et par contre, à l'époque, en fait, quand j'ai voulu trouver des brebis rustiques pour m'installer, il y en avait pas. Je pouvais trouver des agnelles, donc j'ai démarré avec des agnelles limousines que j'ai achetées en première et en deuxième année. Donc la première année, j'ai dû en acheter 140 et la deuxième, j'ai dû en acheter une centaine, je crois. Et en fait, pour démarrer l'élevage en tant que tel, euh, la, la première année, en fait, j'ai aussi acheté 250 brebis, mais qui étaient des brebis viande, type charolais, Suffolk, des brebis entre guillemets améliorées. Depuis, en fait, j'ai donc j'ai fait disparaître, en gros, tout doucement, les brebis viande du troupeau, et j'ai constitué le troupeau de limousine à partir de ces 240 agnelles de départ, et en renouvelant beaucoup les béliers. Et aujourd'hui, en fait, en gros, sur la ferme, il y a 750, 700, ouais, 650, 700 brebis, et puis une centaine d'agnelles, selon, en fait, ça varie un peu en fonction des années. Cette année, j'ai un peu plus parce que, en fait, je devais vendre des brebis pleines, et puis finalement, l'éleveuse a pas pu les accueillir dans de bonnes conditions. Donc, elle a préféré pas les prendre, et puis de toute façon, c'est pas raisonnable qu'elle les prenne si elle pouvait pas les accueillir en fin de gestation dans de bonnes conditions. Donc le principe c'est ça en fait. J'ai constitué le troupeau, depuis en accroissement, interne et par contre chose importante, j'ai beaucoup de béliers
avec beaucoup de familles, dans la race limousine différente. Voilà, je suis pas en sélection officielle entre guillemets, mais en fait de mon historique en fait de technicien, j'ai vu un peu comment était constituée la race limousine, les différentes familles historiques et en fait comment il fallait faire pour pas faire de consanguinité du tout, ou le moins possible. Les béliers restent 3 ans max. J'achète beaucoup d'agneaux et puis en fait je les fais à ma main. Donc voilà en gros. Ok. Du coup, 750 brebis à peu près, tu disais. Au niveau de ta surface agricole utile, tu as quoi du coup? Ouais. En fait, quand je me suis installé, donc j'ai repris la ferme de mon prédécesseur qui a fait faillite. Et en fait, les contraintes de la reprise, c'était de reprendre en gros, je vous épargne les détails de la reprise, mais en gros, c'était de reprendre à l'identique la ferme, donc qui faisait une centaine d'hectares. Une centaine d'hectares ici sur le site de Clunia. Et alors après, je reviendrai sur l'historique, mais en plus de ça, donc une centaine d'hectares de SAU ici à Clunia, et une vingtaine d'hectares en fait qui rentrent dans ma déclaration PAC, donc dans ma SAU, située sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, que je vous invite tous à aller visiter, bien sûr. Il y a un très joli parcours autour, il y a une équipe formidable. Donc voilà. Et en fait, là-bas, il y a une vingtaine d'hectares qui sont mis à disposition par un commandant, en fait, par le conseil départemental de la Creuse. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, je suis donc avec ce nombre de brebis et vu les potentialités agronomiques sur ma ferme, et puis les potentialités aussi à l'étang des Landes. Il y a une partie du troupeau, on en reparlera un petit peu après, il y a une partie du troupeau que j'envoie en estive et on a un partenariat avec le Seine en fait sur du pâturage en vallée de la Creuse, dans les gorges de la Creuse. Donc en fait, sur la période estivale, j'arrive à décharger et à limiter le nombre de brebis sur le site de Fignac pour assurer la constitution de stocks hivernaux. Enfin, hivernaux et automnaux, et des fois estivaux. Enfin, ça dépend des années, comme vous le savez tous. Je vais faire taire, excusez-moi. Il y a du pêche. Ok. Voilà. Ok. Du coup, au niveau de ton foncier, ou en tout cas le foncier que tu utilises et qui est mis à disposition, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, pour que les gens se rendent un peu compte du contexte dans lequel on évolue, notamment sur Clunia, quel type de milieu tu as, quel type de milieu tu fais pâturer, que ce soit toi en foncier propre sur Clunia, ou alors en partenariat, notamment sur les estives sur le plateau, par exemple, et en partenariat avec le conservatoire sur la vallée de la Creuse. Ouais. Donc je vais commencer, je vais essayer de bien séparer pour pas qu'on s'y perde complètement. La ferme que j'ai à Clunia, en fait, elle est située sur une zone de faille. Donc on est à la limite. Clunia, c'est une commune qui correspond à la limite entre la Marche et le Bas-Berry. Donc en fait, sur ma commune de Clunia, en fait, il y a une partie qui est sur un sous-sol granitique, comme on connaît bien dans toute la Marche, et une partie en fait qui va être sur des sous-sols. Là, je serais moins apte à vous décrire, mais des terrains beaucoup plus cultivables où on a des profondeurs de sol beaucoup plus importantes. Et moi, je suis entre guillemets, selon comment on le voit, mais au niveau agronomique, je suis du mauvais côté de la barrière. Donc en fait, j'ai 80%, ouais, globalement, je vais avoir 80% de la ferme qui est située en fait sur du granit, avec des Côté sols cailloux. ultra séchants, des rochers un peu partout, peu de terrains qui sont labourables au sens, voilà. Enfin, au niveau agronomique, c'est vrai que c'est des terrains avec beaucoup de contraintes. Il y a une zone de faille qui est sur la ferme, en fait. Il y a une faille de quartz en plein milieu de la ferme. Et ce qui fait que, je vais essayer, alors ouais, vous me voyez, en gros, la faille est au milieu, il y a une butte avec les failles, le quartz là. Là, on a deux zones plus humides et on remonte après sur le granit de chaque côté. Donc, on va avoir en fait sur la ferme deux zones plus humides qui en fait ont d'autres contraintes, mais aussi d'autres potentialités. On est sur des pH plutôt très bas, des terrains très sableux, il y a quasi pas d'argile.
et une grosse quelque chose moi que je ne savais pas quand je me suis installé, mais que j'ai découvert et j'essaye de sensibiliser tous les futurs installés à ce petit détail, mais qui est important. En fait, la ferme, je dois être le 8e en 45 ans qui passe sur la ferme. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de turnover sur cette ferme et une grande dégradation des potentialités agronomiques en fait des parcelles, surtout les parcelles cultivables. Donc tout ce qui pouvait être cultivé, gratté, retourné par un biais par un autre, ça a été fait à un moment ou à un autre, et ils ont énormément exporté mes prédécesseurs. Pas mon collègue juste avant. Hein. Mon collègue juste avant, voilà, c'est comme moi en fait, il se retrouve dans une situation où ben c'est selon les dires d'un agronome que j'avais fait passer pour faire des diagnostics floristiques, il me dit ben là tu es sur un gros tas de sable et tu es à la limite du désert, Nicolas. Donc il faut trouver d'autres solutions pour avancer. Donc ça c'est la situation sur la ferme ici, donc avec 85%, donc sur 100 hectares, 85 hectares en location. Donc j'ai 3-4 propriétaires, je suis fermier en fait. Les 15 hectares en fait autres, je les ai achetés à mon installation, qui correspondaient en fait à ce qui appartenait à mon prédécesseur. Voilà, globalement, ça c'est pour ce qui est sur Clunia, avec j'estime à une dizaine d'hectares là sur les 100 hectares, ouais, une dizaine d'hectares de zones plus humides. Donc on est sur des fonds de comment on appelle ça, des prairies de fond, avec à cette époque, alors c'est plus vrai en fonction des années, mais à cette époque en fait de l'eau qui ruisselle, de, pour certaines en fait. Donc là, je suis sur un affluent du Zéro, qui est un affluent de la Petite Creuse, qui est un affluent de la Creuse. Voilà, pour situer. Donc on a commencé à travailler. Alors, je vais vous épargner les détails, mais disons que je suis attentif à pas aller à comment on appelle ça, à protéger la ressource en eau. C'est ça le terme. Voilà, parce que en fait, ça sert à rien de faire de la boue, il y a de la flotte qui passe. Donc j'essaie d'y faire attention, mais je pense qu'on y reviendra dans la discussion un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est sur Clunia. Pour ce qui est donc je reste dans ma SAU. Pour l'étang des Landes, en fait, là on est euh, c'est plutôt un bassin sédimentaire, c'est la commune de Lussat, un bassin sédimentaire avec on pâture en fait sur les zones de marnage, donc il y a une évolution en fait du niveau d'eau de l'étang des Landes et on pâture en fait à des périodes, enfin on pâture à différents endroits en fonction des périodes où on pâture. Donc actuellement on pâture pas l'hiver, on pâture du printemps jusqu'à l'automne et on va de plus en plus loin sur l'emprise hivernale de l'étang pour limiter, je vais dire comme ça, limiter un petit peu le développement des ligneux. L'équipe de la réserve serait beaucoup plus à même que moi de définir les enjeux et de vous décrire tout ça. Voilà, moi, voilà, je vois un petit peu ce qui se passe, mais je pense que je n'arrive pas à mesurer l'ensemble des enjeux. Et là-bas, c'est un bassin sédimentaire, c'est le bassin de Bouzon, donc même au niveau hydrologique, je suis pas vraiment à même de préciser les choses. Voilà. Donc là-bas, il y a une vingtaine d'hectares et il y a une hétérogénéité des milieux parce qu'il y a des zones en fait, il y a beaucoup d'iris qui poussent. Enfin, et après, il y a des zones où ça va être beaucoup plus des petits arbres, des saules, des ajoncs, des petits buissons, enfin des genêts aussi. Donc ça varie beaucoup en fait. Il y a une grande variabilité. Pour ce qui est la l'emprise en fait, enfin les terrains qui sont valorisés par le groupement pastoral, donc qui est situé sur la commune de Perlevade, je, il y a une centaine d'hectares globalement. On est 3 éleveurs dans le groupement pastoral. Il y a une centaine d'hectares qui sont valorisés. Pareil, on se situe du printemps à l'automne. Sans dire de bêtises, je pense qu'il doit y avoir, enfin, en espérant ne pas dire de bêtises, je pense qu'il doit y avoir à peu près 70% de tourbières, zones humides, tourbières, voilà, qui sont actives et tout l'enjeu c'est de les garder actives. Et une trentaine de pourcents qui sont plutôt des landes sèches, donc des landes à bruyère, voilà, avec en plus des zones de sous-bois, de l'ONF, voilà. Après, j'ai pas tous les détails, je suis pas, je suis un peu loin, hein, je suis un peu loin de mes collègues du groupement pastoral, donc j'ai pas une vision précise en fait
du statut de ces différentes parcelles. Ça appartient aux communes, doit y en avoir qui appartiennent aux SEN aussi. Après à des privés, puis à l'ONF. Je pense que j'ai à peu près fait le tour comme ça. J'ai pas parlé à l'USA. Ah oui. Sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, la majorité de ce que j'ai dans ma SAU en fait appartient au conseil départemental de la Creuse. Et il doit y avoir 2 hectares, je crois, qui appartiennent à la commune de Luçat. Voilà. Donc, voilà. Donc j'ai un commodat avec eux, donc c'est quelque chose d'assez précaire, mais en fait, tant qu'on travaille intelligemment, il n'y a aucun problème. Voilà. Après, je passe en fait à ce qui est en fait le travail avec le SEM sur les gorges de la Creuse et la vallée de la Creuse. Donc là, on revient en fait, on revient sur des landes sèches, sur des sous-bois, sur des prairies de fond, des zones qui vont être humides avec de l'eau en fait courante, donc des abords de ruisseaux qui sont pâturés là en itinérance. Euh, sur ce qui est Frestine Crozant, parce qu'on monte jusqu'à Frestine et Crozant, donc on a des landes sèches, ouais, des landes sèches, donc sur du granit hein, principalement. Voilà. Donc et avec le SEM en fait sur ce travail de pâturage là moi je suis prestataire en fait. Donc ça rentre pas ça n'a pas un statut agricole au départ. Voilà, autant le conseil départemental en fait a vocation à garder le statut agricole et volontairement garder le statut agricole sur les pourtours de l'étang des Landes. Là en fait on est sur un autre statut et en fait c'est le SEN en fait qui gère en fait le foncier et qui contractualise avec les privés, qui achètent les parcelles, qui en fait a le relationnel avec EDF parce qu'il y a des zones en fait qui sont des zones EDF. Après, je n'ai pas le détail non plus des différents propriétaires. Mais voilà, globalement, enfin, voilà, tu connais un petit peu aussi la situation, hein, Julien. S'il y a des choses que j'ai oubliées, surtout, tu n'hésites pas à me. Ouais. Non, mais du coup, c'est intéressant parce qu'on voit qu'à travers ton système, du coup, il y a toute une mosaïque de milieux, d'habitat, qui certainement, mais on en reparlera sans doute après, mais apporte aussi et tout ce que toi tu recherches au niveau d'équilibre sur le bien-être de ton troupeau, même aussi on en parlera sur les aspects sociaux, paysagers. Je pense que c'est très important. Voilà, j'en parlais pas plus tard qu'hier sur les sources du Cher, donc plutôt sur le plateau, vers Mérachal, mais un peu les contreforts. Du coup, l'importance de l'élevage qui permet justement aussi de maintenir ces paysages. Hein. On sait qu'on est dans un contexte aujourd'hui où l'agriculture fait beaucoup parler d'elle, et heureusement d'ailleurs, puisqu'il y en a besoin de parler des systèmes agricoles. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'élevage, en tout cas sur la partie limousine, indubitablement permet de maintenir les paysages tels qu'on les connaît, à savoir cette mosaïque de milieux ouverts et de milieux fermés, de par aussi l'histoire et l'évolution de la forêt. Mais en tout cas, voilà. Pour revenir sur le partenariat avec le conservatoire, toi, tu disais prestation, je dirais plutôt partenariat, dans le sens où, Oui, tu n'es pas rémunéré directement de par ton intervention. Par contre, comme tu l'as très bien dit, le conservatoire s'occupe de l'animation foncière sur la baie de la Creuse, qui est une entité aujourd'hui paysagère et naturelle remarquable. Hein. Si vous avez l'occasion de venir en Creuse, ça fait partie des joyaux de ce. On verra sans doute tout à l'heure une photo en vue aérienne de ce continuum écologique remarquable. Et en tout cas, le SEN fait cette animation foncière et après met à disposition de Nicolas, sachant que là, clairement, on va dire, je parle pour en tout cas le conservatoire a besoin de Nicolas et de son troupeau pour réussir à maintenir en gros les vestiges d'une activité paysanne passée, puisqu'avant la vallée de la Creuse, c'était en fait une vallée landicole quasi exclusivement et qui était complètement pelée et qui s'est boisée depuis une centaine d'années de par la déprise agricole. Et donc, il y a des reliquats de landes un peu partout. Aujourd'hui, l'objectif du conservatoire, mais qui est aussi un objectif du coup maintenant que porte aussi Nicolas, parce que je sais qu'il est convaincu, c'est de maintenir ces milieux landicoles, de landes sèches, ouverts,
en retrouvant justement du pastoralisme. Mais là, vu qu'on est sur de la lande sèche, on s'écarte un peu du sujet. Par contre, il y a effectivement des petites prairies méso-hydrophiles qui sont présentes et des prairies de près de fond qui sont présentes au bord et au niveau des affluents de la Creuse, qui sont pâturées, remis en état par le conservatoire via les outils, notamment, on en parlait tout à l'heure, des contrats territoriaux qui sont financés en grande partie par l'Agence de l'eau et la région Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, ces prairies sont mises à disposition du troupeau Nicolas. Très important, mais ça, c'est pas à moi presque de le dire, c'est plutôt Nicolas qui vous en parlera mieux que moi, c'est justement l'insistance sur cette mosaïque de paysages, de milieux et donc de végétation qui va permettre aussi aux troupeaux d'aller chercher finalement les aliments nécessaires à leur bien-être, de l'automédication, on va peut-être en reparler aussi, toi. Ce qui m'intéresserait, tu parlais donc zone humide, toi dans ton système d'exploitation, en tout cas sur, on va dire, tu m'arrêtes si je me trompe, tu me dis à peu près 120, 130 hectares en tout, si on compte pas le groupement pastoral, juste à l'USA, ce que tu as en SAU et à CUNIA. C'est ça à peu près? Oui, 120, oui. Ouais, donc tu estimes que la proportion de zone humide sur ces 120 hectares, c'est à peu près combien? C'est à peu près 30. 30%. Ok. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors ça me paraît important pour 30 hectares pour 120. Voilà. Ok, un peu moins de 30%, pardon. 30 hectares sur 120. Est-ce que tu peux nous expliquer si, par exemple, toi, et ça va être intéressant après parce que tu vas nous expliquer comment tu utilises ces milieux, mais même si on s'en est douté un petit peu de la façon dont tu nous as expliqué un peu ton système, est-ce que toi, tu es en herbagé pur, c'est-à-dire en plein air intégral, ou est-ce que toi, tu fais aussi ton foin? Est-ce que tu as des apports protéiques par ailleurs ou autre? Alors, sur la ferme, je vais essayer de pas trop nous perdre dans des détails. Globalement, j'ai en gros sur la ferme 2 troupeaux distincts. Donc un troupeau qui est lui en fait en plein air intégral avec en fait jusqu'à présent, voilà, jusqu'à présent des agnelages en plein air au mois d'avril, donc du 1er avril au 10 mai à peu près. Là, j'ai une grosse moitié du troupeau en fait qui est sur ce régime-là, avec en fait donc ça concerne les brebis qui restent chez moi, le printemps, l'été et en fait actuellement depuis quelques années en fait on met des brebis avec agneaux à la réserve naturelle de l'étang des Landes. Voilà. Donc ça c'est une partie du troupeau, mais ce troupeau-là, il y a actuellement les brebis que j'ai en fait qui vont agneler en avril. Je les ai bloqués en fait sur une parcelle et je les complémente à l'extérieur. Donc en fait elles ont du foin et là avec euh, elles avancent un petit peu plus en gestation. Je les regardais un petit peu, donc ça fait une dizaine de jours, je les complémente en plus. J'achète des compléments alimentaires à l'extérieur parce que je suis loin d'être autonome. Donc je leur distribue du maïs, de la luzerne, des hydratés, des choses comme ça pour assurer en fait la production future. Et donc ça c'est une partie du troupeau avec agnelage au mois d'avril, puis début mai. Et les agneaux sont élevés sous les mers jusqu'au mois d'août, jusqu'à mi-août en général. Voilà. Souvent l'herbe à ce moment-là suffit pour nourrir la troupe. Je sèvre en fait, je sépare donc les brebis et les agneaux mi-août. Et les agneaux, je les rentre en bergerie. Parce que, en général, à ce moment-là, il n'y a plus d'herbe chez moi du tout. Et je rentre les agneaux en bergerie et je les complémente en bergerie pour donc les finir. Enfin, pour ceux que je destine à la boucherie, en fait, je les complémente avec une partie de céréales que je produis sur ma ferme et puis des complémentaires azotés, voilà, que j'achète à l'extérieur pour réussir à les finir dans de bonnes conditions. Et puis en parallèle, les agnelles de repro, les agnelles que je vais garder pour ma ferme ou celles que je vais vendre. Là, j'ai pas tout à fait le même régime, c'est-à-dire que souvent je vais essayer de les remettre à l'extérieur. À ce moment-là, potentiellement, elles vont pouvoir donc fin d'été, automne. Là, je les entraîne à manger du ligneux, donc j'élague un petit peu des arbres fourragers, des choses comme ça, enfin des arbres
deviennent ainsi à fourrager. Sur les zones humides, en fait, je vais pouvoir complémenter avec un peu de verdure mes agnelles ou mes brebis, c'est selon, hein, ça dépend des situations, en créant des trognes dans les zones humides, des choses comme ça. Il y a tout un travail de reconstruction que j'essaye de faire. Je fais ça doucement, hein, donc d'année en année, ça évolue, mais ça va pas vite au final, parce que c'est beaucoup de contraintes en termes de travail. Voilà, au niveau du boulot, c'est pas mal de contraintes. Donc là, je vous ai fait en gros le détail du cycle en fait de la majorité du troupeau. C'est en gros comme ça que ça fonctionne. Sur l'autre partie du troupeau, donc là, c'est ce qui va correspondre aux animaux que je mets en pâturage, au groupement pastoral. Plus il y en a qui sont chez moi, ou même qui restent chez moi au même régime, plus celles qui vont sur la période printanière, en fait, en vallée de la Creuse, gorge de la Creuse. Ça va être des brebis qui vont être mises au bélier sur le mois de juin-juillet, et avec des agnelages qui vont courir, qui vont s'étaler en gros du 20 novembre, 15 novembre jusqu'à Noël. Ça, c'est des animaux en fait que je rentre donc mi-novembre en bergerie. Les brebis agnelles dans ma bergerie. Les agneaux naissent en bergerie. Là, à ce moment-là, en fait, je nourris les brebis avec des céréales, avec de la viande hydratée. Les agneaux aussi sont complémentés quand ils sont sous les mers. Et là, en fait, je vais sevrer, je pense, fin février, normalement. Donc, dans à peu près 15 jours, je vais sevrer mes agneaux. Je vais ressortir toutes mes brebis à l'extérieur. Et les agneaux, en fait, je vais séparer mâle-femelle. Et dans les femelles, là, cette année, ben, il y a ma coopérative, en fait, Selmar m'a demandé, avait une demande pour des agnelles de reproduction. Donc, en fait, je vais garder mes agnelles de reproduction. Puis, il y en a une, enfin, ouais, je vais avoir, je pense, à peu près 80% des femelles qui vont retourner, en fait, retourner en élevage. Voilà. Donc en fait, je peux pas définir mon système de production, enfin mon système de reproduction ou de production en tant qu'herbager, parce que c'est pas la réalité pour tout le troupeau, ni en tant que bergerie, parce que c'est pas la réalité pour tout le troupeau en fait. Donc euh, la, tout l'enjeu en fait d'arriver à, à s'intégrer en fait et à intégrer le système de production dans ces partenariats, c'est aussi de trouver la bonne le bon dosage en fait de ce que je faisais en termes de nombre d'animaux à telle période, nombre d'animaux à telle autre période. On a testé, on a essayé plein de choses et en vallée de la Creuse et aussi à la réserve naturelle nationale de l'Étang des Landes. Il y a eu une évolution sur nos pratiques parce que on essayait quelque chose, on dit non là au niveau des animaux, ça correspond pas tout à fait. On fait ça en partenariat, on essaye, on regarde, on change, on évolue. Et en fait, là, actuellement, ce qu'on fait, en fait, autant à la réserve naturelle nationale de l'Étang des Landes, autant avec le SEM, on fait de la Creuse. Techniquement, ça a l'air de correspondre. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment enfin, j'ai pas repéré du tout de problématiques techniques, mais on a évolué dans le temps. Ouais, ouais, tu as eu quelques écueils et tu as réussi à justement faire dessus. Et là, tu disais, par exemple, au niveau des céréales, là, tu as combien d'hectares de céréales? Là, donc, toutes les céréales que je fais, je les fais à client, hein, je vais pas les labourer dans les réserve naturelle, c'est sûr. Donc, actuellement, cette année, j'ai fait un petit peu moins que l'année dernière. Cette année, je dois avoir 5,5 hectares de céréales. Donc, c'est un mélange céréalier, triticale, avoine, seigle. Donc, voilà, très simple, très simpliste. Hein. Ça correspond assez bien, je pense, aux potentialités de mes terrains. Il y a une complémentarité aussi des espèces en fonction des années. L'année dernière, j'avais un petit peu plus, j'avais 7,5 hectares. L'idée, c'est d'être autonome en paille, déjà, dans un premier temps. Et l'enjeu, en fait, l'enjeu sur la ferme, c'est au fur et à mesure, tout doucement, sur les terrains qui sont là, sur un sous-sol de quartz, d'arriver à installer, en fait, des luzernières pour gagner en autonomie protéique, tranquillement, tout doucement, en faisant les choses dans l'ordre. Voilà. Et en fait, l'idée à terme, alors on verra ce qui est possible ou pas, hein, l'idée à terme, c'est d'éviter au maximum le travail du sol,
Euh, voilà, avec là sur la ferme, j'ai pas vraiment suffisamment de terre labourable pour imaginer être autonome pour finir des agneaux en fait avec des concentrés euh, et ne pas en acheter. Donc pour l'instant, j'achète des concentrés. On verra, on verra plus tard en fait, tout doucement en fait. Il faut pas être trop pressé. Je fonctionne pas au principe en fait. Voilà, j'essaye d'être très mesuré dans mes choix. Je veux me respecter, mais il y a des réalités économiques qui font qu'il faut faire les choses tranquillement. Je suis encore sur une phase de ma ferme. Je suis encore en installation. En gros, j'ai encore pas mal d'emprunts à rembourser, donc on fait les choses tranquillement. Voilà. Et en fait, il y a un risque en fait. Des fois, je prends des risques techniques dans la première année où on a mis les agneaux à pâturer à l'étang des Landes, voilà, j'ai dit j'assume le risque technique. S'il y a un problème, ben, on verra. C'était 10% du troupeau, mais je me suis dit il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, on a tous en fait des craintes et des a priori en fait. Le gars qui valorisait en fait la, comment dire, les parcelles de la réserve avant moi. J'avais des contacts avec lui, il me disait voilà, mais attention au niveau parasitaire, attention, attention. Bah, au final, en fait, au final, c'est enfin, c'est précisément l'a priori qu'on peut avoir, et en fait, au final, en essayant de suivre ça intelligemment avec l'équipe de la réserve, on n'a pas du tout identifié des soucis particuliers de ce côté-là, vraiment pas même. Donc, c'est des conditions particulières. C'est vrai qu'on a un pâturage, on a un chargement qui est assez faible. On a, euh, on a en fait peut-être qui va dans le bon sens. Tu parlais d'automédication tout à l'heure, mais ça fait partie des choses aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas. En fait, on n'a aucune grande référence là-dessus. Mais au final, je trouve que des animaux qui vont être par exemple à la réserve, en fait, ils sont dans de très bonnes conditions sanitaires. On a aussi souvent, souvent une crainte sur les boiteries. Souvent une crainte sur les boiteries, Éteint ou comme comme dans ça. les tourbières, par exemple. Dans les tourbières, on peut se dire, oh là, ça va boiter dans tous les sens. Et puis au final, matériellement, c'est plus pareil en vallée de la Creuse. En fait, il y a une année, en fait, où j'avais eu pas mal de boiteries au retour, mais c'était plus les zones les parcelles, en fait, où les animaux dormaient, qui étaient peut-être trop souvent les mêmes ou des choses comme ça. Et là, on créait on artificialisait trop un côté qui disait qu'on se retrouvait avec des soucis de boiterie. Mais sur le milieu en lui-même, voilà, on va avoir quelquefois quand on a beaucoup de ligneux, des comment dire, des trucs piquants en fait, on va avoir plus de soucis de boiterie sur les agneaux de mâle blanc parce qu'ils ont une peau très fine entre les pattes. Mais bon ben voilà, on fait le nécessaire et puis on règle les problèmes quand ils arrivent. Mais voilà, je fais pas de généralité de Mais par contre, problématiques. Oui. je rebondis sur ce que tu disais, sur l'aspect parasitaire, parce que, bon, évidemment, si on fait ces webinaires par Obdever, c'est pour essayer aussi justement d'essayer de dédiaboliser un peu les zones humides, hein, qui auprès du monde agricole n'ont pas bonne presse, tu le sais bien. Et là, par rapport justement à quelque chose qui fait souvent peur justement auprès du monde de l'élevage, qui est le parasitisme, toi tu dirais qu'en zone humide, au niveau de ta prophylaxie, comment tu procèdes? Ah. Euh, ah. En fait, c'est presque, vous allez voir, c'est presque l'inverse en fait de ce qu'on imagine. Euh, alors, je vais essayer d'être synthétique parce que ça, ça procède en fait d'une évolution, tout ça, chez moi et en fait, essayer de rester garder la tête froide, on va dire. Euh, donc, je vais juste refaire un tout petit historique. Comment s'est passé en fait mon implication dans les différentes actions, parce que ça, je l'ai pas expliqué directement. En fait, le premier partenariat qui s'est construit, en fait, c'était dans la vallée de la Creuse, vallée de la Creuse, ou gorge de la Creuse. Enfin, je sais plus. Disons que c'était sur Anzem, le Bourdange, Saint-Anglard. Donc, historiquement, en fait, le conseil départemental de la Creuse voulait politiquement à l'époque
disait ce serait bien qu'on fasse quelque chose, qu'on aille pâturer ces zones. Et ça s'est construit donc avec Sébastien Bure de la réserve, avec Yvan Clogier du Seine en fait. C'est une co-construction en fait. Ils ont cherché c'était un projet qui était porté par le conseil départemental au départ, mais ils ont cherché en fait en disant est-ce qu'on pourrait pas mettre des brebis, et ça s'est construit comme ça. Donc quelqu'un qui était en latitude nord dans le département de la Creuse et qui avait des rustiques en fait, et bah il y avait moi. Donc de fil en aiguille en fait, le président de MACOP en fait, MACOP actuel a été sollicité, et c'est un collègue éleveur de moutons. Moi. Et en fait, il a dit ah ben Nicolas, ça pourrait peut-être l'intéresser. Donc ça s'est fait comme ça, par le relationnel en fait, de fil en aiguille. Donc ils m'ont posé la question. Voilà, c'est Sébastien au départ m'a demandé. On a appris à se connaître tout doucement. Voilà. On a commencé à pâturer en fait les bords de Creuse. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des choses de possibles et puis que techniquement on arrivait à faire des choses. Voilà, simplement. De fil en aiguille en fait, Sébastien, le conservateur de la réserve de l'étang des Landes, en fait, m'a sollicité quelques années après, en fait, sur la réserve, me disant, ben, on a plus de brebis, est-ce que ça t'intéresserait? Et puis, ben, comme on se connaissait, qu'on s'apprécie et que ça se passait bien sur notre action, bah, hop, banco. Et en fait, c'est ce que je veux mettre en lumière, c'est vraiment le côté humain et le côté graduel, en fait, de mon implication qui a fait qu'en fait, je me retrouve bah, là, aujourd'hui, à parler de tout ça. J'ai une sensibilité au départ, hein, voilà, j'ai une sensibilité, mais, mais globalement, en fait, c'est vraiment ce côté humain par les rencontres et par le comment dire, le fait que je mette pas en péril du tout le fonctionnement de mon troupeau, parce qu'en fait, ben, c'est des petites parties de mon troupeau, on essaye, on regarde, ok, ça fonctionne moins bien, et on y va très doucement. En fait, si j'avais 100 brebis et que j'envoyais mes 100 brebis à l'étang des Landes, peut-être que je serais plus inquiet parce que il y aurait beaucoup plus d'enjeux. Mais en fait, le fait d'avoir un troupeau conséquent m'a permis de le faire avec un peu plus d'assurance et en fait, en connaissant les gens, en amont, en co-construisant les projets, en fait, c'est quelque chose qui était, je pense, enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous permet, qui est gage de réussite en fait. Voilà, le côté humain et la co-construction des projets, c'est vraiment, je pense, le gage de réussite. Et pour ce qui est en fait le groupement pastoral en Corrèze, là, la situation était un petit peu différente. Au départ, les éleveurs, mes collègues éleveurs me connaissaient de mon passé de technicien. Ils m'ont sollicité. La première année, on a essayé avec 100 brebis, puis depuis, j'en mets 200 tous les ans, quoi. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc, j'ai un peu oublié la question de départ, je crois. Mais c'était pour remettre les choses en fait dans leur origine et en fait comment j'en suis arrivé là de ce côté-là. C'était quoi la question de départ? La question de départ, alors moi, Pardon. c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie des aspects, on va dire, social ou sociétal qu'on met pas forcément toujours en avant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de technique parce que les premières questions qui vont venir dans la tête des éleveurs ou des éleveuses, c'est vraiment l'aspect technique. Est-ce que je maîtrise mon troupeau et essayer justement de minimiser le risque? Mais les aspects sociétals, comme tu le dis, ils sont très importants de par les partenariats qu'on construit, les gens qu'on rencontre, qui font qu'on évolue, qu'on fait des échanges d'expériences et qu'on arrive aussi à mutualiser soit du matériel, soit aussi de l'humain. Moi, je sais par exemple que toi, tu m'as aussi beaucoup appris, parce que du coup, suite à ça, il y a eu un autre pâturage qui s'est mis en place sur des landes humides à la Selle du Noise, donc une commune qui est périphérique de la vallée de la Creuse, où du coup, j'ai pu nouer un partenariat avec un autre éleveur qui est aussi dans une race rustique, puisque lui, il est en solognote. Mais du coup, voilà, c'est vraiment du relationnel humain qui permet justement de mettre tout ça un peu en lumière, qui fait un peu tache d'huile, comme je dis souvent. C'est-à-dire que voilà, on plante des graines et en fonction des gens qu'on rencontre et des sensibilités, ça marche et on arrive à faire des beaux programmes comme ceci. La première question, c'était le parasitisme, à savoir est-ce que toi, du coup, quelle était ta vision et quelles étaient tes pratiques au niveau de ton troupeau sur les zones qui peuvent sembler peut-être plus à risque, donc les zones humides. En fait, donc la
le traitement particulier que je vais avoir en fait au niveau parasitaire, ce sera pour ce qui part en fait au groupement pastoral, donc en altitude. Ces brebis-là, en fait, elles ont, parce que les risques parasitaires sont pas les mêmes, à mon sens, liés à l'altitude. Donc en fait, je les traite moins. Ça me permet de faire des impasses, tout simplement. L'idée, donc elles ont un traitement en fait qui correspond en fait au risque principalement strong. C'est des parasites qu'on rencontre, un petit peu aussi des parasites en fait dans les cavités nasales, voilà. Donc au retour en fait de Perlevad, elles ont un traitement contre ça. Par contre, en fait, le fait de comment on appelle ça, de pas systématiser sur tout le troupeau au même moment, au même endroit, l'utilisation d'antiparasitaires, en fait, ça permet de pas sélectionner en fait des souches parasitaires qui vont devenir résistantes, tout simplement, tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui, comme sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, on n'a pas on n'a pas plus de, comment dire, on n'a pas plus de problèmes parasitaires que ce que je vais rencontrer chez moi. Je vais même dire qu'on en a moins, même si parce qu'en fait le chargement est inférieur. Donc en fait, il y a globalement moins de risques, et c'est aussi beaucoup lié au chargement. Voilà, ça va être moi je compte. Alors c'est vrai on n'a pas forcément connaissance de ça. Je sais pas si quelqu'un a travaillé là-dessus et si quelqu'un a bossé là-dessus. Ça m'intéresse, savoir en fait, donc dans la biodiversité qu'on ne voit pas, donc pas celle dont vous parlez au CEN, mais celle qui va être en fait dans le sol, sous le sol, les acariens, tout ce qui va, les nématodes, tout ça, voilà, les strongs dont on parle, c'est des nématodes en fait. Je pense que sur des zones où on va avoir une grande, comment dire, une grande diversité de nématodes, en fait, on aura peut-être beaucoup moins de nématodes parasites et pathogènes pour nos animaux. De la même manière, en fait, sur tout ce qui va être certains, comment on appelle ça? Ah bah là, j'ai perdu le terme. Mais les hôtes, en fait, les hôtes intermédiaires pour certains cycles parasitaires, de la même manière, en fait, si on a une grande biodiversité euh, au niveau des hôtes, je pense que potentiellement on peut diluer le risque parce on aura des hôtes qui correspondront moins, enfin, ça c'est des choses aujourd'hui qu'on mesure pas. Et en fait, c'est tellement complexe, c'est tellement inconnu que je peux pas en dire beaucoup plus à part dire, je pense qu'on sait pas tout et qu'en fait, si on savait tout, ça nous interrogerait certainement beaucoup plus sur nos pratiques agricoles, de la bourse, une prairie très productive, surtout au printemps, un peu en automne, et puis en fait, on essaye de produire des animaux là-dessus. Ça, je pense qu'il y a une méconnaissance parce que c'est trop complexe. Mais, moi, je compte beaucoup, en fait, alors je vais parler de ma ferme, je vais parler des différents milieux, au niveau parasitaire, quand j'envoie des animaux, quelques mois dans l'année sur un milieu où il y aura personne pendant l'hiver, au niveau parasitaire, c'est très différent d'une ferme où les animaux restent toute l'année. Ça a rien à voir, en fait, parce que ta pression sera forcément très différente. Et, après, globalement, je, c'est un sentiment, hein, mais disons que c'est un a priori. La nature est très bien faite, voilà. La biodiversité, mais au sens où je l'entends, hein, je parle de celle qu'on ne voit pas et qui est encore bien plus diverse que toutes celles qu'on voit et qui est souvent mise en avant, très symbolique, c'est autre chose, hein. Voilà. Mais, cette biodiversité-là des sols, de toute la vie des sols, en travaillant le moins possible les sols et en nourrissant toute cette biodiversité, c'est des grandes solutions, je pense, pour certaines des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Du coup, par exemple, là, dans ton système prairial, notamment, qu'il soit en prairie mésophile ou en prairie humide, toi, tu fonctionnes comment? Tu fais des parcours avec un chargement fort à un moment donné pour essayer de manger jusqu'au refus, et puis ensuite tu fais progresser. Donc, en gros, pâturage un peu fort, lourd, mais derrière très court, ce qui fait que tu limites le temps de parasitage, ou tu fonctionnes pas comme ça?
Euh, En fait, je vais rien rajouter parce que c'est ça, en gros. Voilà, j'ai tendance à faire un pâturage tournant avec des chargements instantanés assez importants. Et donc, je ne fauche jamais les refus. Voilà, je m'y refuse. C'est du gasoil de brûler pour rien. Je considère que les refus, c'est aussi, alors ça va peut-être en faire bondir certains résistants, mais je considère que les refus, c'est aussi un petit parasol pour mon sol en fait. Voilà, cette année j'ai en termes de parasol, la fougère c'est un bon parasol. Hein. C'est terrible, mais la fougère l'année dernière était un très bon parasol. Le seul Bah, endroit disons où il y avait de la verdure, c'était sous les fougères. Voilà. C'est un faute de peu, pouvoir l'éradiquer et faute de pouvoir la valoriser, voilà, il faut vivre avec. C'est un peu oui, ça. oui, mais en Mais fait, je suis d'accord avec toi, parce que j'arrive j'ai à y eu voir cette des bons côtés. expérience sur les landes de Nambord où, du coup, on essaie de restaurer des landes sur un milieu qui était enfougéré avec beaucoup de bourdaines, donc très dense. Et la réouverture a remis en lumière la banque de graines. Donc, les caméphytes ont pu s'exprimer. Tout ce qui est lande, bruyère, enfin bruyère, calune et autres, molini en termes de graminées. Mais du coup, derrière, avec les années de sécheresse qu'on a connues, et ben, bien content d'avoir la fougère en forme de parasol qui permettait justement de maintenir en fait un espèce de microclimat en dessous et qui évitait que ça crame trop vite. Donc c'est Ouais, assez vrai ce que tu dis. ouais, ouais. Alors juste, je vais rajouter une petite des interrogations en fait sur ce que je viens de décrire avec le pâturage tournant, avec des chargements instantanés. Souvent, en fait, au niveau agricole, ce qu'on a, c'est qu'on se fait une sorte de circuit. En général, voilà, on a une pousse de l'herbe, une courbe de pousse de l'herbe standard. Là, je vais vous la montrer. J'ai reçu il y a 3 jours là, de la part de nos amis des chambres d'agriculture. Donc, le programme herbe et fourrage, voilà, pousse de l'herbe avec la- les- l'évolution en fait. Alors, je vais l'approcher un petit peu. L'évolution sur l'année et puis en fait l'impact des différentes sécheresses. Donc ça, c'est une source IDEL. Donc c'est l'Institut d'élevage qui avait fait ça. Mais voilà, globalement, comment ça pousse une prairie, c'est ça. Euh, et donc tous les programmes en fait de pâturage un peu habituels, ils sont basés là-dessus. Et en fait, il y a aujourd'hui, c'est vrai que j'avais pas tendance à séparer ou à traiter différemment les zones humides. Donc je vais rentrer dans la rotation. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, je suis allé à une sorte de conférence. Enfin, il y a une intervention de d'une des comment dire, d'une des, voilà, d'une des salariés merci, de Scopella. De Scopella, certains connaissent. J'y sais, j'ai vu que tu étais dans la liste, donc voilà. Scopella, en fait, c'est des gens qui travaillent sur l'ajustement en fait, l'ajustement entre le milieu et, euh, et le pâturage. Et en fait, ils ont des courbes qui sont un petit peu différentes où ils vont séparer en fait des tout ce qui va être. Alors, ça va peut-être être un petit peu plus, un peu plus difficile à voir, mais juste je vous le mets comme ça. Ça permet juste voilà. Hop, faut que je le mette en face. Voilà. Là, en fait, c'est noir et blanc. Hein, c'est un peu nulos, hein, mon truc, mais c'est pas grave. Globalement, en fait, il sépare les différents types de milieux avec, en fait, les différentes dynamiques de pousse et en construisant, en fait, des complémentarités avec des rythmes de pâturage, avec un traitement qui va être différent en fonction des en fonction des différents milieux. Donc ça, aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, j'avais pas tendance à vraiment bien séparer ou intelligemment séparer les différents milieux qu'il y avait sur ma ferme. Et par contre, enfin, je vais travailler de ce côté-là. Je vais peut-être bien faire appel à ce côté-là pour en fait affiner vraiment et améliorer la valorisation des zones humides et arriver à mieux comprendre en fait les dynamiques de pousse et à mieux valoriser en fonction des zones qui vont être ultra sèches, des zones ultra humides et après des zones un peu plus moyennes. Donc j'ai certainement des compétences à acquérir, une manière de regarder mes prairies qui doit évoluer pour arriver à valoriser le mieux possible de tous ces milieux. Alors c'est très intéressant. Moi, je fais le parallèle avec ce que tu dis où
Ça va rejoindre ce que tu dis, hein, en termes de dynamique, de croissance et d'adapter en fait, en gros, son troupeau, alors sa race aussi, parce que tu as insisté dès le début sur la rusticité. On a tendance parfois dans le milieu agricole à vouloir adapter le milieu à la race, alors qu'en fait, il faut plutôt adapter, en gros, choisir une race par rapport au milieu qu'on va avoir, qui va être prédominant. Évidemment, hein, si on a des solognotes, aujourd'hui, les solognotes ou même les brebis limousines, bah, parfois elles se jettent davantage sur ce qu'on pourrait appeler du refus que sur du dactyle vert pétant. Des fois, c'est des choses qu'on voit, donc c'est important de bien adapter, de bien choisir sa race en fonction de ce qu'on veut faire comme type d'agriculture, de ce qu'on a comme milieu, et non pas l'inverse. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on voit avec en fait, on va dire une certaine culture autour d'une race. Sur les landes de bord, de Nambord, du coup à la Selle du Oise, bah, voilà des milieux humides qui permettent à un agriculteur qui n'a pas forcément beaucoup de foncier de pouvoir décharger ses prairies, notamment en période estivale, prairies qui sont bah, du coup un peu surpiétinées parce que bah, évidemment il a très peu de surface agricole utile, d'amener le troupeau sur justement cette mosaïque de paysages, landes humides, forêts, principalement sous-bois, décharger les prairies se refont un petit peu la cerise pour avoir de l'herbe au printemps, en fonction évidemment de la pluviométrie, et lui, ça lui permet aussi de partir en vacances. C'est tout bête, mais en fait, on n'a pas abordé ces questions-là, parce que voilà, une installation agricole, c'est aussi c'est l'agriculture, mais c'est aussi la vie à côté. Hein. Voilà, du coup, ça permet également ça. Il faut qu'on réponde, Nicolas, très Oui, vite à certaines questions qui peuvent intéresser du coup les participants et les participantes, puisqu'après Charlotte elle va intervenir. Globalement, juste, on va parler un peu de chiffres pour permettre aux gens aussi de voir un peu ton exploitation avec une vision un peu plus comptablesque. Toi, dans ton exploitation, donc tu n'as pas de salariés, si je dis pas de bêtises. je n'ai pas de salarié permanent. D'accord, donc tu as un salarié qui arrive en fait en fonction de la saisonnalité. Alors, en fait, ça dépend des années, ça dépend de la longueur des vacances que je m'accorde ou des besoins que je peux avoir à un moment donné. Voilà, simplement. Donc, en fait, je fais appel en général quand je prends une dizaine de jours de vacances, je fais appel à un agent du service de remplacement, simplement. Donc, après, en fait, au niveau de la rentabilité de l'élevage, là, actuellement, ça me permet pas, ça me permet pas, en fait, de salarier quelqu'un, malgré le nombre important d'animaux. Comme je disais, hein, je suis toujours en phase d'installation, pas autonome, donc voilà. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, quand même, hein. Même au bout de 10 ans, il y a encore plein de trucs à mettre en place. Donc en fait, là, en 2022, alors je regarde mes chiffres, hein, ne m'inquiétez pas. En 2022, en fait, ah oui, j'ai été pas mal remplacé là, cette année-là. Je vous épargne les détails sur ma vie perso, voilà, volontairement. Mais j'avais une charge salariale de 7 000 euros. Mais pour 2023, qui est une année plus commune en fait, qu'une année plus commune pour moi, j'aurais peut-être 1500 euros de charge salariale. Je comptais en fait en fin d'année prendre quelqu'un par le service de remplacement pour mettre en place des clôtures là sur ma ferme parce que il y a pas mal de il y a pas mal de clôtures qui sont à remettre en place, hein, même au bout de 10 ans. Il y en a certaines qui n'ont jamais été faites et il y en a d'autres qu'il faut faire. Globalement, c'est ça. Après, pour rentrer dans les chiffres, en fait, pour rentrer dans les chiffres, euh, euh, sur le, comment dire, j'ai un coût alimentaire en gros par agneau que j'achète à l'extérieur en concentré. Ça représente à peu près 40 euros par agneau fini. Donc ça, c'est ce que je donne aux agneaux et au profit. Tout ce que j'achète en concentré, en fait, c'est à peu près 40 euros, pardon, par agneau produit. Donc j'intègre dedans les agnelles que je conserve pour moi. Ce dont on n'a pas parlé, donc moi je suis adhérent de la coopérative Selma. Je vends en confiance tous mes agneaux de boucherie à Selma. Certains, quand ils sont suffisamment jeunes pour rentrer dans la Belle Rouge des Pays d'Oc, partent dans la Belle Rouge des Pays d'Oc. Voilà, bah, tu as Drama dans le lot. Je fais pas de vente directe d'animaux viande parce que ça me ferait, disons, du travail en plus. Enfin, actuellement, je fais pas de vente directe, je vais le dire comme ça. Et
et puis après, ponctuellement, par exemple, sur des agnelles, ça m'arrive en 2023, là, il y a un gars d'Allier qui m'a acheté un lot d'agnelles, un lot d'une 60aine d'agnelles pour constituer son troupeau et démarrer son élevage. Souvent, en fait, il y a un indicateur qui est important sur les fermes, en fait, c'est le BE. Le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc, c'est ce qui permet en fait de payer les annuités et de rémunérer l'éleveur et de réinvestir quand il y a besoin sur la ferme. En 2022, sur ma ferme, il était de 27 484 €. Voilà. Sachant qu'en 2022, j'avais encore 15 624 € d'annuité. Donc, vous faites le calcul, il reste 12 000. Mais comme tous les ans, il faut réinvestir un petit peu parce qu'il y a un petit peu de renouvellement à faire. Donc, au final, il reste pas beaucoup pour vivre. Voilà. Et par contre, en fait, ce qu'on appelle le bénéfice en termes agricoles, mais qui correspond au résultat comptable, en fait, ce sur quoi on est socialisé, fiscalisé, il était en 2022 de 19 242. Donc, c'est aussi pour expliquer pourquoi il y a tous mes petits collègues là sur les ronds-points, hein, voilà, parce qu'en fait, il y a une différence entre le revenu agricole ou bénéfice agricole ou résultat et vraiment ce qui reste à la fin. Et voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, je suis assez attentif parce que je suis encore en période d'installation et j'ai encore 5 ans avec des annuités, plus d'amortissement en face. Enfin, voilà, j'irai pas plus loin de ce côté-là. Voilà, globalement, c'est un petit peu c'est un petit tableau très rapide, hein. Ouais, mais c'est bien, ça nous permet d'avoir un peu une idée. Et puis, ce que c'est très important et ça permettra peut-être d'intéresser d'autres personnes et d'aller chercher l'information sur la complexité de connaître le revenu des agriculteurs. Il y a aussi une émission sur France Culture hier qui en parlait. Où voilà, est-ce que c'est en enlevant en gros les aides, est-ce que c'est en enlevant les annuités, est-ce que c'est voilà tout ça. Donc, et c'est très complexe. C'est complexe. Ouais. Ouais, et souvent, bon, bah, on fait référence on va dire, au salaire mensuel moyen, sauf que du coup, bah, c'est pas forcément, on va dire, très adapté au monde agricole, sachant que bah, des fois, il y a beaucoup de charges à un instant T, et après, on va avoir la récolte en fait de son activité à un autre moment. Rapidement, et après, on donne la parole à Charlotte pour toutes les questions dans le chat. L'élevage en milieu humide en une phrase pour toi. En une phrase. Alors, je vais pas faire en une phrase. En fait, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure et après, je vais élargir un tout petit peu l'agriculture et après, je parlerai de tout ce qui est milieu humide. En fait, dans mon approche de l'agriculture, en fait, il y a une production d'alimentation, bien sûr. On produit du paysage. On stocke du carbone quand on travaille le moins possible le sol. On garde les arbres et qu'on fait pas surpâturage et on produit de l'eau propre. Voilà. Ça c'est un ensemble en fait qui est quelque chose d'important et tous ces aspects en fait sont importants pour moi dans mon approche de l'agriculture. Et après les zones humides plus précisément, je vais décrire comme une solution pour aujourd'hui et puis une solution pour demain. Voilà, simplement. Ouais, bah écoute, je crois que c'est un beau mot de conclusion. Charlotte, à vous les studios, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, merci Julien et merci Nicolas pour ce témoignage qui nous a appris plein de choses. Je vais repartager mon écran du coup pour le petit moment d'échange. Ce que je vais vous proposer du coup, c'est de vous retransmettre les questions qui ont été posées dans le module de conversation. Et en même temps, je vais aussi diffuser des photos du coup qui m'ont été transmises par Nicolas et par Julien. Voilà pour aussi illustrer du coup les différents propos que vous avez pu entendre. Et puis Nicolas et Julien, n'hésitez pas aussi à rebondir sur les photos au fur et à mesure qu'elles passent s'il y a des informations à transmettre. Une information capitale sur cette photo, elle a été réalisée sans trucage. Voilà. Là, voilà, le trèfle comme ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Voilà. Alors,
Alors, la première question, est-ce que tu fais du foin sur tes prairies humides? Et si oui, quel est ton itinéraire technique? Alors, en général, donc le foin, en fait, donc je vais avoir des zones qui sont faciles à faucher, des parcelles avantageuses, voilà, donc, sur lesquelles je vais faire du foin. Et sur les zones humides, en fait, ce qui va se passer, c'est que il va m'arriver de faire du foin sur des zones humides. Donc, quand il fait très sec, bien sûr, très très sec, je vais avoir tendance à faucher pas trop bas, donc assez haut pour pas avoir trop d'humidité qui va remonter. Et après en fait cette fauche me permet, donc là typiquement dans cette parcelle là, là on voit pas, mais de l'autre côté, ouais, de l'autre côté en fait, qu'on ne voit pas en fait, j'avais fait du foin pour limiter en fait l'emprise en fait des joncs et j'utilise pour ainsi dire pas de gyrobroyeur, disons le moins possible, donc vraiment vraiment à dose homéopathique. Et en fait ça va être ça va être un itinéraire technique très simple, mais juste faites attention à la hauteur de fauche. Faut pas essayer de faucher trop bas. Pour voilà. Et après en fait faut vraiment bien se situer. Souvent on est moins pressé sur les zones humides pour faire le foin, donc on peut s'y prendre un peu plus tard. Puis après il faut surtout bien connaître ses parcelles parce que il y a zone humide et zone humide. Et à certains endroits, faut pas que j'y mette une roue, hein. Sinon je plonge. Voilà, à certains endroits, faut pas y mettre la roue parce qu'on a des problèmes. Donc avant de faucher une zone humide, faut vraiment bien s'y balader. Et s'il y a des alvéoles, des fois qui font que 1 mètre carré, hein, où on sent qu'on est sur de la tourbe, là, faut juste pas y aller, quoi. Et donc on fait un petit détour et puis, mais ça a permis en fait de limiter un petit peu l'impact des joncs sur tout le reste. Et puis après en fait, ce que j'utilise moi, quand j'utilise, tu la feras pas passer trop vite cette fille, Charlotte. Faut qu'on en parle de cette photo là. Euh, Après, ce que j'utilise en fait, le foin de jonc, par exemple, je vais l'utiliser en fait souvent plutôt en extérieur, et en fait, ça va me permettre de transférer un peu de fertilité sur des zones où j'ai pas de terre. Donc, je vais aller dérouler en fait sur des zones où il y a beaucoup de rochers ou pas du tout de terre. Je vais aller dérouler des, des bottes de foin où j'aurai énormément de refus. Et en fait, juste je transfère et je recrée du sol un peu plus loin, là où il y en a besoin. J'espère avoir répondu à la question. Voilà. Si je devais faire évoluer mes techniques, ah oui, un petit truc important, pour prendre moins de risques, pour arriver à faire sécher en fait du foin en zone humide, je m'interroge en fait sur la pertinence d'installer une petite pompe pour des conservateurs sur ma presse, conservateurs type acide propionique. Donc il y en a peut-être qui connaissent dans l'assistance, hein, voilà. Mais ponctuellement, en fait, il peut y avoir un intérêt quand on a des zones un peu trop vertes pour stabiliser le fourrage. Je le fais pas aujourd'hui, mais je m'interroge. C'est des techniques qui sont utilisées des fois. Voilà. J'ai répondu? C'est bon. Merci. Oui, merci Nicolas. Avant Euh, que je passe à la question d'après, est-ce que tu veux justement, oui, du coup, commenter la photo? oui, je veux commenter cette photo parce qu'en fait, elle paraît un petit peu brouillonne, mais en fait, donc là, les brebis sont en train de manger des saules que j'ai transformés en têtards. On voit sur la gauche en fait des joncs qui font presque la hauteur des brebis et en fait tous ces joncs poussent en fait en ripisylve. Tous ces saules poussent en ripisylve. Donc ça c'est typiquement ce que je fais donc pour comment dire arriver à prendre soin des saules. Donc je les trogne suffisamment haut pour les protéger de la dent en fait des brebis. Là, j'ai plus la date en tête, mais ça devait être, je pense, à l'automne, au mois de septembre ou quelque chose comme ça. Donc, je les trogne. Ça me permet de protéger la ripisylve, de protéger la repousse des saules. Et à terme, en fait, donc le fourrage qui est produit par en fait des ligneux, des arbres, je pense qu'il aura toute sa place dans nos systèmes parce qu'en fait, c'est un fourrage qui est pas forcément annuel. S'il y a une année, il est très adaptable d'année en année. On peut se permettre de lui faire sauter une année. On continue à capitaliser du fourrage sur pied. Et puis en fait, on peut se permettre de le couper quand on en a besoin, même si pendant 5 ans, on n'en a pas besoin, pendant 10 ans, pendant 15 ans.
Puis au bout de 15 ans, on peut y aller. Et on a une ressource qui est, à mon sens, de qualité. Je vois que mes brebis en sont assez friandes. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je récupère un petit peu de bois de chauffage. Tout le reste, en fait, je fais fabriquer des copeaux à la Puma 23 que je mets en sous-couche en fait dans mes litières. Et en fait, je boucle le cycle pour ramener tout ça au sol. Donc voilà, quand je vous parlais d'aggrader les sols, de la vie du sol et de la biodiversité, ça s'intègre là-dedans. Voilà. Mais là, on est vraiment sur une zone très humide. Il faudra que je fauche d'ailleurs pour limiter un petit peu comment dire, l'emprise des joncs. Et voilà, c'est des joncs qui sont là depuis très longtemps. Mais en fait, ils sont là, ils ne me dérangent pas vraiment, hein, pas tout le temps. Voilà. Donc Ouais. voilà ce que je voulais dire sur cette petite photo. Je sais pas si. Si, c'est très intéressant ce que tu dis, Nicolas, et je rebondis parce que c'est vrai qu'on a une problématique qui est peut-être pas prégnante sur tous les territoires, mais nous en Creuse, elle l'est, notamment par rapport à la mobilisation de bois, notamment bois énergie. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a une pression sur le bois hein, pour faire beaucoup de pellets, notamment. Évidemment, il y a des entreprises qui démarchent les agriculteurs pour faire ce genre de pratique. Alors évidemment, on a tous besoin d'énergie, de diversifier nos sources d'énergie, de chauffer et autres. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, beaucoup en tout cas, se laissent entre guillemets appâter par le gain immédiat, mais ne voient pas que le maintien des haies, pardon, que ce soit des haies sèches ou des haies encore plus sur les haies les cordons rivulaires ou ripicifs, comme tu disais. Mais les petits cordons rivulaires, en fait, sont extrêmement importants, à la fois pour permettre aussi de protéger la ressource en eau et d'éviter en fait le phénomène d'évaporation et d'une eau qui se réchauffe trop vite, mais également comme affouragement complémentaire, voire comme source derrière de broyat, de BRF qui permet justement d'être utilisé en litière. Et aujourd'hui, nous, on essaye d'accompagner le monde agricole sur, si possible, des plans de gestion des haies qui permettraient d'avoir pour l'agriculteur ou l'agricultrice une vision à long terme sur la gestion des haies, de savoir qu'est-ce qui peut être prélevé à l'instant T de manière à préserver la ressource pour que cette ressource-là puisse être utilisable et mobilisable par l'agriculteur. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit trop souvent des aulnes ou des frênes qui sont en bord de cours d'eau, qui sont pourtant un parasol et indispensable à tout cet écosystème aquatique et qui sont arrachées, alors qu'en fait, elles ont une utilité claire pour l'ensemble de l'écosystème. Sur l'image et sur ma description en fait de ce que j'en fais, c'est vrai que dans l'ensemble, sur le principe et sur ce qui se passe, c'est juste, je pense, très bien de boucler des cycles et tout. Par contre, moi j'invite tous les membres du conservatoire à venir m'aider, hein, parce qu'au niveau du boulot, c'est une cata. C'est vrai, c'est un vrai, c'est un travail que moi je fais uniquement avec des moyens rudimentaires, une tronçonneuse, voilà, on fait ça seul. Et après, c'est compliqué. C'est vraiment, en fait, ça demande une grosse, comment dire, un gros investissement en termes de moyens humains, je trouve. Voilà. Et après, euh, à la décharge de mes collègues, en fait, qui font passer des sécateurs dans tous les sens, c'est vrai que là, ils ont rien à faire, hein. Ils font tout désinguer, ils font tout couper, c'est mis en tas sur le bord, ça part comme ça. Et en fait, c'est pour moi la bonne approche de ces types de problématiques, c'est l'approche qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution aux agriculteurs pour avoir en fait des solutions qui vont permettre de se respecter soi-même, parce que voilà, quand on change tout le paysage, parce qu'on a tout fait élaguer, tout fait dézinguer, on s'en rend bien compte. Même même les plus extrémistes, en fait, ils voient bien que ça fait propre, mais au fond d'eux-mêmes, ils doivent bien sentir qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour arriver à ce que ces types de pratiques-là, avec la petite photo, on arrive à généraliser un petit peu plus, mais pas au détriment des agriculteurs qui passent. Moi, j'y passe du temps, hein. Ça, c'est un truc, j'aime ça, hein, mais il y a des jours, je me dis, putain, Nicolas, tu te fais chier pour. Non, mais ça c'est une Voilà. vérité. Mais Voilà. Et c'est vrai que, ça, c'est une approche qui est importante sur le ouais. télétravail. Si la valorisation des fourrages, en fait, des arbres fourragers et des ligneux,
a été complètement abandonné, c'est qu'on a réussi à mécaniser complètement toute la récolte de l'herbe. C'est pour ça qu'il y a eu cette transition. À une époque, on faisait des fagots de frêne pour nourrir les brebis d'hiver. Et là, en fait, on se retrouve maintenant à mécaniser vraiment tout ce qui est herbe très facilement, avec des trucs qui font des faucheuses qui font 6 mètres de large. Enfin, c'est des trucs de fou. Mais pour faire ce type de travail, aujourd'hui, moi, j'ai pas franchement les solutions. Et j'en appelle à tout le monde, hein. Je pense que c'est vraiment un sujet, ça. Voilà. Ouais, une des solutions, c'est, je suis pas là pour faire de la promotion des partenaires financiers, mais disons que les outils contrats territoriaux milieu aquatique, moi j'aime bien les appeler milieu aquatique parce qu'on voit au moins sur à quoi c'est destiné, bah, du coup en fait répondre un peu à ça. Alors effectivement, toi le conservatoire, mais ça on en a déjà parlé ensemble, nous on peut t'accompagner sur des travaux de restauration ou de gestion de zones humides et notamment de tout ce qui est cordon ripicole. Donc ça fait partie des outils qu'on peut mobiliser. Merci Nicolas et Julien. On a encore 3 questions. On va essayer d'y répondre assez rapidement pour rester dans les temps. Alors, je crois que peut-être la réponse a déjà été donnée. Quel est le chargement à l'hectare sur les landes humides? Sur les landes humides. Là, on va avoir en fait des landes sèches ou des zones humides, globalement. Ce que je peux vous donner comment dire, comme indication, c'est ce qu'on fait à la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes. On a sur 20 hectares, on met 70 brebis avec leurs agneaux. Cette année, 2024, l'équipe me disait, on va peut-être monter un petit peu. Donc, on va peut-être en mettre 75 avec les agneaux. Voilà. Euh, Ça jusqu'au sevrage. Et après, on rajoute des brebis pour l'automne. Donc, on arrive sur une vingtaine d'hectares à 90 brebis en fin de saison sur une vingtaine d'hectares. Pour ce qui est en fait pâturage en Corrèze, on a 500 brebis sur 100 hectares plus les sous-bois. Et les sous-bois, je suis pas en mesure d'évaluer. Donc 500 brebis sur 100 hectares avec en fait 70% de zones humides dans ces 100 hectares, donc 70 hectares de zones humides, plus après des landes sèches. Donc je sais pas si ça répond à la question. Si comme ça donne des chiffres et ça permet Ouais, ça marche. de voir. Donc super. Et du coup, là, tu donnais l'exemple sur la réserve, c'est ça? Parce que du coup, il y avait une autre question, c'était sur la réserve, quelle durée de pâturage et quelle superficie pâturée. Mais du coup, là, tu as donné Alors, l'exemple de la réserve. j'ai pas parlé de la durée en fait. Oui, c'est ça. À la réserve, en général, on arrive autour du 20 avril. Ouais, au 20 avril, on arrive avec les brebis, avec leurs agneaux. Donc les agneaux sont déjà nés. Hein. Je fais pas de naissance, sauf erreur de casting au départ, mais en général, il n'y a pas de naissance sur la réserve. Mais les brebis arrivent avec leurs agneaux. Donc les 70 brebis avec agneaux restent jusqu'au 15 août. Au 15 août, j'enlève les agneaux et je ramène des brebis à la place. Voilà. Et en 2024, théoriquement, mais ça va être voilà, ça se co-construit avec l'équipe de la réserve en fait. On devrait augmenter un petit peu et jusqu'à l'automne. Donc cette année, on a dû rester jusqu'au 15-20 octobre avec les 90 brebis. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Et la dernière question, donc sur les prairies humides fauchées. Donc on en revient aux prairies humides fauchées. Quelles sont vos pratiques de fertilisation et pourquoi? Alors, au niveau fertilisation, en fait, donc sur les prairies humides, moi je mets pas de fertilisation. Sur les prairies de fond, je vais pas mettre de fertilisation, sachant qu'en fait la démarche de la fauche, donc ça va pas être une fauche qui va être annuelle. L'idée c'est vraiment plus du nettoyage, arriver à limiter en fait l'envahissement par des ce que je disais des joncs. Des fois il y a beaucoup de chardons qui poussent à ces endroits-là. On va avoir tout ça. Donc moi je m'approche pas du tout avec une fertilisation des, euh, des zones humides parce que c'est à part faire fuir des fertilisants, je vois pas. Je, c'est souvent des milieux en fait où il y a assez peu de minéralisation. Euh, donc en fait,
moi, je compte plus sur le fait de pas faucher souvent, sur ces milieux. On exporte et ça permet à certains types de végétaux de reprendre un petit peu de force et de limiter. Moi, c'est surtout les gens qui vont m'ennuyer. Voilà. La fertilisation, en fait, sur ma ferme, je vais fertiliser de manière minérale une fois mes céréales, voilà, à la période du talage. Voilà, une petite dose d'azote à ce moment-là. Et après, c'est que de la fertilisation organique, donc du fumier que je produis. Si j'arrive à trouver un petit peu de fumier, ben j'en achète un petit peu, mais c'est tout. Donc je vais pas aller m'amuser à aller dans les zones humides pour mettre du fertilisation. Mais merci beaucoup, Nicolas. Merci aux participants pour pour toutes vos questions. On espère on y a répondu. Julia et Nicolas, je vous remercie encore une fois pour ce quatrième épisode, qui est encore un épisode très intéressant et très riche en enseignements, qui viendra du coup rejoindre les 3 premiers épisodes que vous pourrez regarder en replay à partir du Centre de ressources Loire Nature. Juste du coup pour finir, je vous repartage l'écran avec quelques informations pour les suites que je pourrais vous donner. Donc à venir en bonus, donc c'était pas prévu, c'est vraiment un épisode qui va venir en plus des 4 premiers, à savoir que lors du congrès des conservatoires d'espaces naturels en décembre dernier, il y a eu plusieurs ateliers, dont un atelier qu'on avait copiloté notamment avec Julien et dans lequel voilà, on avait fait intervenir aussi un éleveur qui s'appelle Dorian Angot, qui est, lui, il est éleveur de vaches nantaises sur la ferme des Genettes, donc en Maine-et-Loire. Et du coup, on a pu récupérer son intervention. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit montage entre sa présentation et son intervention. Et du coup, voilà, ça fera une capsule de plus de paroles d'éleveurs que vous pourrez aussi écouter en replay et partager et diffuser. Autre information, je vous en avais parlé aussi à l'issue de l'épisode numéro 3, c'est l'organisation du coup, toujours dans le cadre de l'animation du réseau d'acteurs zones humides du bassin de la Loire, d'un accompagnement technique. Cet accompagnement technique, il se déroule sur 2 jours. On le propose depuis 2022. Donc, la thématique, c'est repenser l'élevage en zone humide dans un projet agroécologique de territoire. Cette année, du coup, on le fera à Couzon, donc dans l'Allier, les 11 et 12 avril, avec l'appui, l'aide et le partenariat, du coup, du Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier, de la LPO en Auvergne. Et ces 2 jours sont animés et assurés par l'association Paysans de Nature. Les inscriptions, elles sont d'ores et déjà ouvertes. Donc voilà, je vous mets dans la conversation du coup le lien qui vous renverra sur la page dédiée du centre de ressources où vous retrouverez toutes les informations et notamment le lien vers le formulaire d'inscription. Et ces journées sont ouvertes à la fois à tout acteur en fait qui travaille en faveur des zones humides et qui travaille sur des projets agroécologiques de territoire en zone humide ou qui seront amenés à travailler sur ce type de projet. Donc type gestionnaire d'espaces naturels, mais aussi aux éleveurs. Donc tous les éleveurs sont aussi les bienvenus. Voilà, si vous souhaitez aussi partager ces 2 journées d'accompagnement, eh ben, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, j'en finis pour cet épisode numéro 4. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, bon appétit et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.